ce plateau, vous le découvrez autour de nous, évidemment. Damien Douanou, forcément, est toujours avec nous pour pouvoir scruter vos réactions et vos questions sur les réseaux sociaux. Vous le savez, vous pouvez rejoindre la conversation à tout moment. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Expérience18, expérience au pluriel, s'il vous plaît. Et nous sommes entourés d'artistes. Mais quels artistes, s'il vous plaît? André Manoukian, auteur, compositeur et cofondateur de musique. Vous nous en direz plus dans un instant, André. Philippe Guillot, le CEO de musique et expert justement d'intelligence artificielle dans la musique et dans la création, d'ailleurs, et pas la crémation plutôt. Et Pamela, je vous enterrai tout de suite, vous voyez, j'enterre la création musicale. Et Pamela Hutt, artiste aussi, productrice et surtout membre de la Guilde des artistes de la musique. On parlera notamment avec vous de la façon dont on peut augmenter les artistes et pousser la création. Mais d'abord, on va apprendre à faire nos gammes avec vous, André, si vous le souhaitez. Comment est-ce que justement on arrive à mixer ces outils technologiques, cette nouvelle force de création et le fait de faire de la musique tout simplement? En fait, à la base de la musique, il y a des mathématiques, plutôt il y a des rapports, il y a des fractions. Et le gars qui a inventé notre gamme, il s'appelle Pythagore. Et qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il est en train de regarder la mer Égée, il a un peu le blues comme ça, alors il tend une corde sur une porte, il la fait sonner, et puis ça lui donne une note, voilà. Et puis ensuite, il a l'idée de la diviser par deux, cette corde, et là, il a l'octave, il la divise par 3, il a la quarte, il la divise par 5, il a la quinte. C'est-à-dire qu'en divisant la corde par des nombres entiers, petit à petit, il va reconstituer toute notre gamme. Et c'est avec cette gamme qu'on joue depuis, je ne sais pas, 2600 ans maintenant. Et c'est cette gamme-là qui constitue toute la musique occidentale. On voit que les rapports entre les chiffres sont clairs. Pourquoi une musique nous apparaît agréable? Parce qu'elle a une consonance. Quand vous prenez l'octave, c'est le premier intervalle que vous avez envie d'entendre. Et puis la quarte aussi, c'était le premier intervalle qu'on entendait au Moyen-Âge. Et puis la quinte aussi. Et petit à petit, il y a la tierce qui va venir. Et là, elle va introduire de la sensualité dans la gamme. Je crois que Cédric Villani a pris possession du corps d'André Manoukian. Mais oui, mais voilà. Vous savez que la musique était enseignée au même titre que les mathématiques chez les Grecs. Donc, c'est pas pour rien. Donc, il y a des rapports qui sont harmonieux et qui nous font du bien aux oreilles. Et puis, il y a des rapports qui nous font mal. C'est quoi? C'est quand les notes sont très proches. C'est ce qu'on appelle la dissonance. La dissonance, en fait, c'est des notes qui ont des fréquences qui sont très proches. Du coup, le battement est désagréable, un peu comme deux pays voisins qui se font la guerre ou comme deux frangins qui se foutent des castagnes sans arrêt. Donc, les rapports, encore une fois, qui sont dans les notes musicales, dans les notes de la musique, dans les notes de notre gamme, sont des rapports naturels que l'on retrouve dans la nature. Mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'une portée musicale, c'est un code, c'est un algorithme? Alors non, l'algorithme, il va venir un tout petit peu après. Ça veut juste dire ça que, encore une fois, comme ce sont des mathématiques qui régissent les notes, le bel exemple, c'est le petit Mozart. À l'âge de 3 ans, son père lui enseignait le violon et le clavecin, mais il lui interdisait de jouer du clavecin parce que c'était compliqué, il fallait l'accorder. Il dit, quand je ne suis pas là, le clavecin, tu ne le touches pas. Un jour, il rentre et il entend le gamin qui joue du clavecin. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il va pour le tabasser parce que c'était le temps où on pouvait tabasser ces gamins. On pouvait oui, si vous regardez cette antenne, cool. Ne tabassez pas vos enfants. Non, mais une claque de temps en temps, ça pouvait faire du bien. Et donc, maintenant, mais c'est vrai. Je ne vais pas commenter la suite. Et donc, là, le petit Mozart se défend en disant, papa, je cherche les notes qui s'aiment. C'est la plus belle définition de la musique. Il y a des notes qui sont attirées par d'autres. Dans notre gamme diatonique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on a 2 indiens. Entre le mi et le fa, on a 2 demi-tons. Entre le si et le ton, on a un demi-ton. Alors qu'ailleurs, entre le do et le ré, on a un ton. Voilà. Donc, ces notes faibles, le fa et le si, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont très envie d'aller se résoudre comme des aimants sur le mi et sur le do. Et ça nous donne... Voilà, la cadence parfaite. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a la sensation d'être soulagé
et d'avoir des notes qui créent des tensions et des notes qui créent le repos. Donc tout ça est physique. Moi, je suis persuadé que dans quelques temps, on se guérira en écoutant de la musique. D'ailleurs, avec Philippe Guillot, on est en train d'étudier le problème. Enfin, moi, je cherche une nouvelle opportunité business pour musique. Voilà, c'est ça. Mais donc, les mathématiques... Alors, l'algorithme, il vient après. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais après, je donne la parole à mes camarades. L'algorithme, il vient après, c'est Bach qui va l'inventer pour moi. L'algorithme, c'est des compositions, j'allais dire, quand on a dans la tête tous ces rapports entre les notes, donc soit on est dans la tension, soit on résout, et petit à petit, on va développer. Qu'est-ce que fait Bach? Il développe une petite cellule de 4 notes, et puis... Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la même chose une quinte au-dessus. C'est-à-dire que vous prenez une cellule de notes, vous la transposez au-dessus, vous la mettez à l'envers. Là, vous mettez un miroir ici. La mélodie, elle monte. Et pendant ce temps, l'autre, elle descend. Et tout ça, c'est harmonieux. Et ça, c'est le principe de la fugue. Ce ne sont que des jeux mathématiques de combinaison de sons. Et le bel exemple, c'est qu'une fois Bach va chez Frédéric II, le roi de Prusse, Frédéric II lui sort sa flûte, il lui donne le thème le plus naze de la Terre. Jusqu'ici, ça va, mais après... C'est quoi ça? C'est un chat qui marche sur un piano. Bach s'empare de ce thème naze. Et le transforme. Et voilà, il fait ça. Vous l'avez compris, Bach, c'est le premier jazzman. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un algorithme. Il prend un petit thème, en l'occurrence celui-ci complètement naze, et il va le développer avec la même zone dans la tête qui fait marcher les mathématiques. On a observé que dans la tête d'un enfant, d'un adulte qui improvise, c'est la même zone que celle des mathématiques. Donc la musique, c'est des maths et un petit peu de sexe quand même. La musique, les maths et le sexe par André Manoukian. Est-ce que justement ça veut dire que, dans ce cas-là, le meilleur sparring partner de la création musicale, ça a toujours été la technologie, c'est-à-dire la mise en forme finalement, algorithmique sous forme de code, de ces fameuses clés mathématiques, Pamela. Vous, quand vous créez, vous faites forcément appel à la technologie quelque part ? Je fais appel à la technologie, oui. Enfin, moi, j'ai commencé à enregistrer mes premières démos sur un 4 pistes. Donc là, c'était la technologie à l'ancienne. Mais c'est vrai que quand je me suis vraiment plongée dans la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur, c'était un peu une libération parce que du coup, je pouvais faire plein de choses toute seule. Au lieu d'enregistrer une batterie dans ma chambre, et c'était un peu compliqué à Paris dans un appartement, tout d'un coup, j'avais accès à des samples, etc. Donc je pouvais faire ma petite sauce toute seule et finalement faire une chanson toute seule avec... tous les instruments, donc c'est assez génial. Donc oui, moi j'ai vraiment tendance à penser que la technologie est un allié formidable pour la création, parce que ça permet en fait d'explorer des pistes inexplorées ou qu'on n'oserait pas explorer sans ça, quoi. Alors la tech, forcément, elle est dans l'ensemble de la chaîne de valeur de la création musicale, vraiment de la création pure jusqu'en allant à la distribution et au support de diffusion évidemment de cette musique pour engager la conversation avec vos auditeurs, avec justement les passionnés qui sont à l'autre bout de la chaîne. Mais quelque part, aujourd'hui, il y a une espèce de mythe qui voudrait dire que l'intelligence artificielle peut devenir compositeur elle-même. Est-ce qu'on est dans la fantasmagorie pure, malgré les travaux par exemple de François Paché avec l'album Hello World qui est dans les bacs d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant? Est-ce qu'on est dans un mythe d'une intelligence artificielle Deus ex machina de la création? Philippe. Alors, lorsque j'ai rencontré André, alors moi je ne suis pas du tout musicien, ce qui est un grand regret d'ailleurs, j'aurais adoré être musicien, mais je me dis en même temps que si j'avais passé autant de temps que lui sur un piano, je ne les aurais pas passés sur un clavier d'ordinateur. Oui, mais vous avez fait des maths, donc vous pouvez devenir musicien. Et donc, une sorte de clavier finalement. Une des premières choses sur laquelle nous étions d'accord, c'est que
la machine ne doit pas remplacer l'homme. Et l'intelligence artificielle, donc ça s'étend à l'intelligence artificielle, on ne veut surtout pas qu'elle remplace l'homme, et c'est la raison pour laquelle on parle du mot augmenter. On veut qu'elle augmente les possibilités de l'homme. Et il y a deux choses, donc petit à petit, lorsqu'on a travaillé ensemble, j'ai découvert la musique, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on oubliait fondamentalement dans la musique, c'est l'émotion. Et de la musique sans émotion, ça ne vaut rien. C'est comme un vibromasseur sans électricité, ça marche pas du tout. Ça marche pas. Non. Il peut y avoir des piles. Merci. Sans pile. Ah, sans pile, d'accord. Okay, pardon. Et donc, il était essentiel que l'on puisse garder cette émotion. Et aujourd'hui, la machine n'est pas capable de créer l'émotion. Donc on voit, d'ailleurs, on entend de la musique générée à 100% par ordinateur, et bon, c'est des sonneries de téléphone. Vous voyez, donc on est très loin de l'objectif recherché. Et donc c'est la raison pour laquelle nous, notre logique est toujours de garder le compositeur, le musicien au centre du jeu. Mais est-ce que finalement, alors, c'est pas finalement un joyeux aveu de faiblesse de la part de la technologie de se dire qu'il y a quand même toujours besoin d'une création humaine pour pouvoir lui donner forme et mettre ses émotions justement en action, Pamela? Je pense pas, non. Je pense qu'il faut toujours envisager en fait les deux ensemble comme une sorte d'équipe. Donc, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Donc, il y a un petit côté, on sacralise un peu l'artiste, mais en fait, l'artiste, parfois, notamment quand on est dans un système un peu de commande où on répond à un brief et on doit créer une œuvre musicale, on est quand même un peu moins dans l'émotion et on va appliquer un peu des recettes. C'est un peu le principe. Des mécaniques, histoire de... Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, on peut tout à fait imaginer que la technologie va donner un coup de pouce pour simplifier et peut-être justement, paradoxalement, réintégrer un peu d'imperfection dans quelque chose, dans une trame finalement parfaite qui a été générée par l'intelligence artificielle. Est-ce que la perfection justement du deep learning et du machine learning va enlever ce dont on parlait, cette petite imperfection humaine qui donne tout le sel à la musique? Moi, je voudrais faire une petite analogie avec qu'est-ce qui fait un compositeur. C'est tout d'un coup, c'est que quelqu'un arrive avec un langage nouveau. Si vous imitez parfaitement votre maître, vous produisez rien de nouveau. J'aime bien ce concept de Bouddha qui dit « si tu rencontres ton maître sur ton chemin, tue-le ». C'est quoi l'histoire de l'art en Occident? C'est on apprend d'abord la technique enseignée par nos maîtres et ensuite on y met notre ego. Contrairement en Extrême-Orient où surtout on ne va pas mettre son ego, donc on va répéter le même geste à l'identique pendant 5000 ans. On va fabriquer les mêmes statues et surtout l'idée, c'est une idée philosophique, c'est qui suis-je pour amener ma patte, une innovation. Exactement, ma patte. Alors que chez nous, en Occident, on est tous des caractériels, on est tous des super égotistes, que ce soit Michel-Ange, que ce soit les musiciens. Donc l'idée, c'est quoi le parcours d'un compositeur, d'un musicien? C'est j'apprends la technique qui m'a été enseignée avant moi et à un moment, je vais mettre de moi. Je me l'approprie. Mais je mets quelque chose de moi. Mais qu'est-ce que je mets de moi? Le premier truc que je mets de moi, c'est que j'arrive pas à imiter mon maître. J'y arrive pas. Donc du coup, le jour où j'accepte ça, tout d'un coup, c'est avec mes défauts que je vais faire mon style. Moi, je suis fan de Bill Evans. C'est un pianiste de jazz. Il y a un gars qui était tellement fan de Bill Evans qu'il savait l'imiter à la perfection et il n'a jamais réussi alors qu'il était aussi doué que Bill Evans. Personne n'en entend parler. Simplement, on allait tous le voir pour prendre des cours en disant « donne-moi un petit peu de Bill Evans, s'il te plaît ». C'est ça l'intelligence artificielle. On apprend à des machines à faire ce qui a été fait avant. Or, la faiblesse, le truc qui va de travers, qui va faire le style, la machine aujourd'hui, elle le sait pas. Et c'est cet impondérable-là qui va faire un acte de création, avec toute la fureur que vous avez à pas pouvoir imiter vos maîtres, avec l'envie de le tuer que vous avez, avec l'envie de le dépasser. C'est toute cette énergie-là. C'est pour ça, quand je dis du sexe, j'exagère à peine. Il y a une pulsion de vie qui pousse à l'intérieur de vous. Et heureusement, la machine, elle l'a pas, parce que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, à la fin, c'est l'homme qui nique la machine. Et ça, c'est très important. J'ai l'impression que c'est très important, en effet. Alors, pour l'instant, on est au stade donc, de l'imitation, si je vous entends bien. Est-ce qu'on est sûr de jamais le dépasser, ce stade de l'imitation, par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il n'y a pas justement ce petit grain de sel qui va pouvoir se coincer dans le rouage de la création?
Ça semble, enfin moi ça me semble assez peu probable. Tous les tests qui ont été faits, notamment cet album qui est sorti, je ne sais plus comment il s'appelle. Hello avec François Pachet, Voilà, qui est un ancien chercheur du laboratoire de Sony, qui maintenant est parti chez Spotify d'ailleurs. Exactement, on se rend compte qu'en fait tous les artistes ont modifié plein de choses, mais que parfois il y a eu des surprises un peu étonnantes où tout d'un coup la composition allait dans une direction que les artistes n'auraient pas pu imaginer eux-mêmes. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est vraiment une histoire d'équipe et de complémentarité. C'est-à-dire que la machine va pouvoir alléger l'artiste sur certaines tâches, mais il faut absolument que l'artiste prenne sa responsabilité aussi. C'est-à-dire que c'est un peu... En tout cas, moi, j'aime pas trop cette position de l'artiste qui dit « Ouh là là, attention, on va nous piquer notre boulot avec l'intelligence artificielle ». Non, c'est aussi à l'artiste de se servir de ces outils, de les appréhender et de les intégrer à sa chaîne créative, quoi. Non seulement l'intelligence artificielle ne pique pas du boulot aux artistes, mais en plus, elle vous en procure, figurez-vous, messieurs, puisque c'est justement tout l'objet de la start-up que vous avez fondée, Musique, qui utilise l'IA pour pouvoir donner le pouvoir aux créateurs. C'est pas un peu paradoxal, ça, André, quand même? Non, c'est exactement ce que disait Pamela, c'est-à-dire... moi, ça fait 20 ans qu'on travaille avec la MAO maintenant. Ça nous a décuplé les possibilités. Ça remplace jamais une vraie rythmique ou un vrai batteur, mais simplement, ça vous apprend ces techniques-là. Aujourd'hui, si Beethoven et Mozart étaient ici, évidemment qu'ils serviraient d'un ordinateur, sans aucun doute. En plus de ça, avec le net, ça on n'en a pas parlé, et moi je l'ai vu dans une émission où j'étais jury pendant longtemps, le niveau musical des gosses, mais il fait comme ça, parce qu'avec tous les tutos qu'il y a, donc ça les développe. Pour revenir à votre question, l'idée, c'était de se servir. Quand on commence à jouer, quand on est, j'allais dire, un peu ludique, et puis qu'on voit toute cette techno-là, tout d'un coup, on a des idées qu'on n'aurait pas eues s'il n'y avait pas la machine. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qu'on a développé avec Philippe. On s'est dit comment faire pour que j'allais dire, il y a des tâches qui sont un petit peu rébarbatives. Moi, je fais des musiques de films. Quand vous allez voir le monteur ou le réalisateur, il vous dit « Ok, elle est géniale, c'est vraiment mon brief, mais tu peux pas me la faire un petit peu comme ci, ou un petit peu comme ça, ou un petit peu plus jaune, ou un petit peu plus courte. Oh, j'ai changé le montage, c'est dommage, hein, tout ce que tu avais calé pendant des heures. » Voilà, tous ces trucs qui sont un tout petit peu casse-couilles, qui fait qu'on a envie de les étrangler. Tout d'un coup, nous, on a inventé un système où... Je sens que vous avez des envies de meurtre toutes les 5 secondes. Mais tout le temps, mais c'est ça qui fait la passion de notre métier. Voilà. Son de vie, de mort, tout ça, c'est la création, en fait, finalement. Mais vous croyez que Bach, il était obligé de pisser des messes sans arrêt? Vous croyez qu'il n'avait pas envie de les tuer? Sa hiérarchie qui était là, et de temps en temps, il s'est éclaté une seule fois. C'est quand il a fait de la musique pour un insomniaque, et ça donne les variations Goldberg. C'est ça aussi la malédiction du musicien, c'est que vous devez faire plaisir aux gars qui vous payent. Mais bref, donc avec Philippe, on a développé ce truc-là, et maintenant c'est Philippe qui va vous en parler. Ça s'appelle justement trouver un relais de croissance, une opportunité de business et surtout de monétisation. Alors en fait, d'où est partie l'idée? Aujourd'hui, chaque jour, vous avez des milliers et des milliers de vidéos qui sont créées. Elles peuvent avoir une durée de vie d'une semaine, vous savez, par exemple sur Instagram, donc les brands vont communiquer. Et alors, donc vous avez ces vidéos qui se créent, et le contenu musical, il n'est pas là. Vous voyez même les stories. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde poste des stories. Et il y a encore pas très longtemps, il y avait que 3 ou 4 musiques en boîte qui étaient proposées, et c'était horrible. Donc maintenant, effectivement, les GAFA se sont rendus compte que c'était un problème parce que l'audio ne suit pas, ne suit pas le tempo. Et donc, ce que font les gens sur Internet, c'est qu'ils prennent des musiques avec des droits, vous voyez, et n'ayant pas les droits. Et aujourd'hui, avec toute la législation qui est en train de se resserrer justement sur les droits d'auteur, eh bien, ces gens-là, ils ne peuvent plus mettre leur contenu sur Facebook ou sur YouTube parce qu'ils vont être démonétisés. Réponse d'ailleurs le 5 décembre prochain. Avec voilà, le et donc toute la philosophie derrière musique, c'est donc à partir de vrais arrangements et de vrais musiciens, donc de vrais artistes, de ne plus terminer avec une musique, mais de terminer avec des centaines de variations, ce qui fait qu'il y a des variations qui peuvent être très éloignées. Et donc, du coup, pour l'auteur, pour l'artiste, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de toucher un droit d'auteur, il va avoir la possibilité d'en toucher des dizaines, voire des centaines. Et d'autre part, ça démultiplie les possibilités audio
pour les contenus vidéo. Voilà, c'est-à-dire qu'on se sert de l'intelligence artificielle pour augmenter une composition. Un compositeur fait son œuvre, c'est une matrice, et la machine, derrière, fait automatiquement toutes les variations. D'accord, donc vous n'êtes pas transformé... En longueur. Après, on adapte ça automatiquement à l'image. Donc, il y a un deuxième truc, un deuxième volet qui est le music matching, quelque part, avec l'image, exactement, dans le rythme, avec une intelligence artificielle aussi qui va décrypter les images et qui va dire, là, il y a un requin, fais-moi un truc aquatique et tout. Voilà, ça c'est donc la deuxième constatation, c'est que souvent, l'audio et la vidéo ne matchent pas. Ouais. Et donc, on a également beaucoup travaillé là-dessus pour proposer à ceux qui ont donc des vidéos, eh bien, déjà des musiques qui vont matcher avec le contenu et donc qui vont surtout se caler. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs niveaux d'utilisation de musique. Tout à fait. Il y a déjà une certaine agilité qui met en rapport, qui mix and match le contenu et la musique. Il y a aussi le fait de se dire qu'avec du deep learning, j'imagine, parce qu'il y a quand même beaucoup du coup d'apprentissage pour votre algorithme derrière, une reconnaissance de l'image qui permet de matcher le bon son au bon moment. Voilà. La seule partie que je n'ai pas tout à fait compris, excusez-moi, vous êtes transformé en société de gestion collective. Il y a aussi un algorithme qui va du coup détecter les droits de certains morceaux ou pas ? Toutes les musiques qui sont générées sont protégées, sont déposées. Et tous les artistes qui ont participé à la création de ces musiques signent leur musique. Tout à fait. À l'ancienne, 19e siècle, SACEM. On a la meilleure société de répartition du monde. C'est important que je le dise parce que quand j'ai rencontré Philippe à San Francisco, j'étais en train de me faire incuber chez les Américains. Ça m'a fait un petit peu mal. Vous êtes fait incuber. Ouais, c'est ça. Ça a duré 3 mois. Mais on apprend des choses sur ce plateau. Des trucs de dingue. dingue. Pas déçu d'être venu. Et je m'apercevais que la mentalité américaine, c'est de dire le droit d'auteur, ça empêche. Voilà. Faisons une musique, parce que derrière le robot qui pisse des mélodies, il y a quoi ? Il y a ce fantasme de se dire, il n'y a plus de droit d'auteur, c'est génial, ça donne de la musique libre que tout le monde pourrait utiliser. C'est un tout petit peu une arnaque intellectuelle, d'une part, et deuxièmement, quelle connerie, les GAFA sont en train de devenir les majors de demain. C'est comme s'ils investissaient dans une automobile, mais ils cassent le moteur. Moi, je leur dis, bande d'idiots, arrêtez de péter le moteur. Le droit d'auteur, ça reste non seulement, je dirais, une source de rémunération principale de l'artiste, mais en plus de ça, ça garantit la personne qui utilise la musique que sa musique, elle ne va pas se retrouver derrière un film porno, par exemple, ce qui peut arriver. Moi-même, non, moi-même, c'est la question. Non, je rêve de faire des musiques de porno, mais ça m'est pas arrivé encore. Et voilà, d'ailleurs, mais je ne sais plus pourquoi je m'égare là. Mais voilà, l'idée, c'est de dire l'incubation chez les Américains. C'est ça, l'incubation chez les Américains. Et eux, ils sont fondamentalement un peu contre le droit d'auteur. C'est pour ça que c'est important ce qui est en train de se passer chez nous. Et ils sont en train de piger que finalement, c'est une bêtise. Et on est à la fin du Far West, je pense, sur Internet. Et petit à petit, tout va se réguler. On le voit puisque c'est la première année que l'industrie musicale voit un chiffre qui augmente grâce au streaming notamment. On est en train de trouver des solutions. Il y a aussi les blockchains, il y a les bitcoins aussi, mais ça, c'est pas pareil. Il y a c'est pas une chose. Mais... Non, mais c'est vrai. Mais ça intéresse quand même, André. Oui, évidemment. Alors, justement, on ne dérape pas ce qu'on précise dans l'oreillette, c'est déjà fait, vous inquiétez pas. Mais par contre, en effet, on va d'abord, très rapidement, une démo de musique pour mieux comprendre et mettre en effet des images et une bande-son sur cette application. Et après, on revient justement à cette question de l'artiste augmenté. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une imposture ? Et ce sera avec Pamela. Philippe, d'abord une petite démo de musique. Alors, donc, très rapidement, donc, vous voyez, au travers de ce logiciel, donc, j'ai pris une vidéo GoPro, donc, absolument pas touchée, donc, que j'ai récupérée. Et dedans, si je vois un petit peu cette vidéo, donc c'est quelqu'un qui se prépare, et puis à un moment donné, cette personne-là, hop, elle saute. Vous voyez ? Et alors, imaginons que c'est moi, retour de vacances. Vous sautez super bien sur une piste de ski. Voilà. Et donc, j'ai cette vidéo magnifique et je me dis, bon, ben, je voudrais mettre de la musique dessus. Et alors, première chose, il y a un moment fort dans cette vidéo. Comme vous l'avez tous vu, c'est le moment où il va sauter. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit marqueur qu'on voit ici. Et à partir de là, eh bien, là, dans le panneau de gauche, ben, j'ai toutes ces musiques qui sont générées par l'IA et que je peux venir coller sur cette vidéo et qui vont s'adapter automatiquement
à toutes ces contraintes que j'ai mis dans la vidéo. Mais qu'il y a une playlist que j'ai déjà générée au départ ou qui a automatiquement, parce qu'il y a une image de montagne, reconnu. Alors, en fait, on peut... une façon de ça peut être fait, ça peut être fait. Style. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, on a un moteur de recherche ici où on peut choisir des variations, vous savez, on peut même générer du reggae, du blues. Vous voulez écouter du blues? Écoutons du blues. Alors, écoutons Sur du le blues. son en luge, pourquoi pas. Voilà, donc on va générer, voilà. Donc voilà du blues. Alors donc ça a été généré déjà. Là, je suis en train de le télécharger et on va voir ce que ça donne. Donc je peux écouter. Ouais, c'est bien du blues. Ça ressemble à du blues? Ouais. D'accord. Est-ce que vous auriez un autre style à mettre, par exemple, pour changer? On peut essayer de voir ce que ça donne, une autre variation? Bien sûr. Alors je vous en joue une autre, là, celle-là, par exemple. Autre que du blues. Ah, autre que du blues, Oui. d'accord. Alors, je vous fais écouter un deuxième Oui, blues. allez-y, allez-y. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc, vous me dites, qu'est-ce que vous voulez? Du cinématique Cinématique. Alors, du cinématique. Voilà. Ensuite, alors, on va générer du cinématique. Ok. Voilà. Et on va prendre romantique. Allez. Soyons romantiques. On Soyons a démarré de façon très romantique sur ce plateau, donc on peut continuer. Voilà. Donc. Voilà. Bon, bref, c'est infini. Hein. Et alors, donc, à un moment donné, donc là, je l'ai déjà fait, je vais prendre une de ces musiques et je vais venir simplement la mettre dans ma timeline et ça va la calculer, en fait, pour que ça coïncide avec la vidéo. Ça prend également en compte tous les niveaux. Donc, ça a détecté, par exemple, là, qu'il y avait une personne qui parlait dans la vidéo. Et donc, vous allez voir, le résultat final, ça donne ça. Et si cette musique ne me plaît Ouais. pas, j'en prends une autre et instantanément, j'ai une nouvelle proposition. D'accord, donc Oui. la musique s'adapte vraiment comme un élastique aux images. Tout Elle à va fait. aller chercher les variations de l'image pour pouvoir aussi Voilà. savoir instinctivement où baisser et monter le son. Tout à fait. Ça, donc, c'est une solution qui est déjà disponible, qui est à la fois proposée aux consommateurs et aux créateurs de contenu lambda que nous sommes, mais aussi à l'industrie publicitaire, par exemple, ou du film. Bien sûr, ça s'adresse aux professionnels donc de la vidéo, donc ceux qui font des dizaines et des dizaines de vidéos toutes les semaines, ou bien même aux semi-pros, ou voire même à celui qui fait des vidéos de mariage. Vous voyez, c'est-à-dire celui qui n'est pas un expert de la musique, n'est pas forcément un expert de la vidéo non plus, mais veut pouvoir rapidement obtenir un résultat qui tient la route. Juste à préciser que c'est une des premières fois que la démonstration est faite quand même, ce qui est quand même une vraie première. Et merci à vous d'ailleurs. Et c'est quand même très, très convaincant. L'idée, c'est d'aller... on commence à faire le tour des rédactions, on voit les monteurs et on répond à un vrai problème de leur part. Autrefois, et là où c'est cool, c'est qu'on pique le boulot de personne. On pique le boulot de quelqu'un qui a déjà disparu, c'est ce qu'on appelle les documentaristes sonores. Avant, ce poste existait, maintenant il n'existe plus. Et c'est les monteurs qui doivent aller chercher, quand ils font des docs par exemple, de la musique dans les musiques de stock. Et ils passent un temps fou, il faut qu'ils téléchargent, et puis après il faut qu'ils mettent sur leur film, il faut qu'ils voient si ça marche. Avec ce principe-là, ça leur sauve vraiment du temps de travail. Donc du coup, ils vont plus pouvoir se consacrer à leur film qu'aller faire des tâches un petit peu fastidieuses, quoi. André Manoukian, sauveteur de tâches et de métiers en péril. Donc, Pamela, j'ai très envie qu'on finisse quand même cette conversation avec vous. Encore une fois, alors ça va être un peu court pour trancher le débat, mais entre une certaine imposture dans le fait d'aller chercher de la technologie pour créer et vraiment une technologie qui est un véritable appui, qui est un sparring partner de la création, aujourd'hui on se situe où concrètement ? Moi, plutôt la deuxième solution. Enfin, je pense que ça ne peut pas être une béquille, ça doit être un outil, en fait, tout simplement. On parle toujours de ça, mais une machine, c'est un outil et qui peut effectivement simplifier les choses ou ouvrir de nouvelles voies. Mais je ne pense pas que ça remplace. Après, effectivement, il y a des gens qui en abusent.
c'est inévitable. Et voilà, ça fait aussi partie, je pense, de l'expérimentation. C'est comme disait André tout à l'heure, on est dans une phase aussi un peu particulière où toutes ces nouvelles technologies arrivent. Et on essaye de se positionner et entre la sacralisation qu'on fait de l'artiste et la peur qu'on peut avoir, voilà, genre 2001 Odyssée de l'espace, que tout d'un coup la machine prenne le contrôle. On doit aussi se poser toutes ces questions, mais je pense que c'est la responsabilité vraiment de l'artiste de se questionner aussi, de savoir ce qu'il veut faire, quelle est son intention. Effectivement, si on veut faire comme ça du contenu qui finalement n'a pas une grande valeur artistique, la technologie est très utile, mais on peut aussi y mettre une intention et un propos. Voilà. Pamela, Philippe, André, merci infiniment pour avoir fait un tour par le plateau d'Expérience TV by French Web. Vous l'aurez compris, la création musicale donc, et surtout les voix de l'IA qui sont impénétrables, absolument. Comme c'est la première, on peut peut-être déjà faire en sorte qu'ils soient applaudis, parce que c'est plutôt une première, donc merci. Bravo. Et je citerai pour finir un tweet de Microsoft Experience Business qui nous dit « Émotion et nouvelles technologies ne sont pas incompatibles à partir du moment où l'on laisse l'homme au cœur du jeu ». On me dit que c'est André Manoukian qui dit ça, donc voilà. On cite André Manoukian, c'est une inception de citation. Merci infiniment, en tout cas, à tous les trois, et à très bientôt sur le plateau de Microsoft Experience.